Bonjour à tout le monde, bonjour à tous qui nous captent maintenant chez JBA Podcast. Donc justement aujourd'hui je ne serai pas seul dans cet épisode, je suis avec une invitée où nous allons aborder une thématique particulière. Donc je vais justement de parler de la thématique, je vais justement laisser place à notre invitée de pouvoir se présenter, nous dire qui est-ce qu'elle est et qu'est-ce qu'elle fait. Bienvenue. Ok, merci beaucoup pour la parole. Moi, c'est Lydie Kahambou. Je suis activiste de droits de femmes et de filles en matière de santé sexuelle et reproductive et je suis bénévole et mashouja chez Youth Alliance for Reproductive Health, DRC. DRC en sigle. Merci. Merci beaucoup pour cette brève présentation et qui donne déjà un aperçu de qui est-ce que vous êtes et ce que vous faites. Merci en tout cas Lydie. Alors pour la thématique d'aujourd'hui qui parle de l'éducation sexuelle à l'ère du digital, opportunités ou dangers pour les jeunes. Dis-nous Lydie, quand on parle d'éducation sexuelle aujourd'hui, on parle de quoi exactement? Est-ce qu'on parle des corps? Est-ce qu'on parle des consentements? On parle des plaisirs? On parle des santé? Relation, identité ou prévention? Dis-nous un peu, de quoi est-ce qu'on parle? Quand on dit de l'éducation sexuelle aujourd'hui, plusieurs personnes pensent qu'on parle des rapports sexuels. C'est ce que la plupart des gens pensent de cela. Mais l'éducation sexuelle ne parle pas seulement des rapports sexuels. Elle inclut la connaissance du corps, les consentements, les émotions, les relations saines, l'identité, le respect de soi. Ça inclut beaucoup de choses. Et si que ça inclut, mais aussi la prévention des infections sexuellement transmissibles et les grossesses non désirées. En fait, c'est une éducation complète qui aide les jeunes à comprendre leur corps et à faire des choix responsables. Et ça. Et donc, si je comprends très bien, partant de ce que vous venez de dire, quand on parle de l'éducation sexuelle, est-ce qu'on fait aussi allusion à la sexualité, c'est ça? Oui, on fait aussi allusion à la sexualité, donc ça inclut dedans. Et quand on parle de la sexualité, dans l'éducation sexuelle, on parle des infections sexuellement transmissibles, des grossesses non désirées et tout ce qui va avec ce qui est autour. D'accord. Merci en tout cas. Et puis, aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui a beaucoup plus changé avec Internet et les réseaux sociaux dans la sexualité des jeunes? Selon moi, selon l'expérience, je peux dire que Internet a rendu les formations accessibles à quelques secondes. Les jeunes aujourd'hui peuvent découvrir les informations sur la sexualité très tôt, parfois avant même d'en parler avec leurs parents ou soit à l'école, mais avec Internet, les jeunes peuvent avoir accès à ces informations-là. Mais le problème est que toutes ces informations ne sont pas toujours correctes. On ne sait pas si c'est correct et adapté ou pas. Alors, est-ce que la découverte de ces informations le plus tôt possible a-t-il aussi pas a-t-elle un danger dans la sexualité des jeunes? Ça dépend en tout cas, mais selon moi, je pense que donc le parent peut limiter par exemple l'accès au téléphone aux enfants. Selon l'âge, mais je peux dire que aussi ce n'est pas un danger. Ça peut être un danger si on utilise mal ces informations-là qu'on a reçues sur Internet. Et ça peut être aussi une opportunité si on a bien, on est tombé sur le bonne plateforme pour pour avoir des informations. D'accord. Alors maintenant, pourquoi ces sujets de la sexualité déclenchent autant de gènes ou des polarisations dans nos familles ou dans nos sociétés? Parce que, comme tu viens de les mentionner, par exemple, quand les jeunes les découvrent trop tôt, cela veut dire que, par exemple, les parents n'ont pas ici quand même le temps de pouvoir en parler avec son garçon ou si pas sa fille ou sa jeune fille. En fait, dans beaucoup de
Oui. En fait, dans beaucoup de cultures, soit dans beaucoup de familles, ce sujet de parler de la sexualité reste encore un sujet tabou. Et alors, certaines personnes pensent que parler de la sexualité aux jeunes tôt encourage les jeunes à avoir des relations sexuelles, alors qu'en réalité, l'éducation sexuelle vise à protéger et à informer ces jeunes-là. Mais moi, quand tu parles quand tu dis qu'on découvre ça trop tôt, moi, je pense par rapport à moi, je pensais qu'il y avait un certain âge où on peut informer les jeunes garçons ou la jeune fille par rapport à la sexualité. Mais quand on découvre, par exemple, aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont, par exemple, des enfants, par exemple, je peux dire des enfants à l'âge des 9, 10 ou 11 ans et qui ont déjà les smartphones et qui peuvent découvrir ça sur les réseaux sociaux. Ils ont des comptes Facebook, TikTok et j'en passe. Alors, moi, je pense que ce n'est pas encore adapté parce que c'est vraiment trop tôt pour eux et que peut-être ils devraient encore en savoir plus auprès de leurs parents plutôt que de tomber sur un contenu qui est hyper sexuel sur Internet, par exemple. Oui, justement, le parent peut en parler aussitôt auprès de leurs enfants. Mais aujourd'hui, actuellement, avec la réalité d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, plusieurs familles considèrent ça encore comme un sujet tabou. Et pourtant, normalement, on devait en parler d'abord dans nos familles avant que les enfants puissent aller découvrir ça, par exemple, sur Internet. Et pour parler de ça avec les enfants ou soit les jeunes, ça dépend des âges. Parce que le message que je peux donner, par exemple, à un enfant qui est à l'école primaire, ce n'est pas encore le même message que je peux donner à un enfant à l'école secondaire. Moi, ce que je peux conseiller aux parents qui vont suivre ces podcasts, c'est de contextualiser les messages à donner aux enfants. Donc, c'est bon de parler de la sexualité, peu importe l'âge de l'enfant, mais il faut savoir maintenant comment canaliser le message. Par exemple, pour les enfants qui sont encore à l'école primaire, on peut parler, par exemple, de quelques trucs, juste des contenus éducatifs, parler des limites, du développement du corps, par exemple. Et alors, quand l'enfant va grandir, par exemple, parce que l'enfant à l'école primaire, selon moi, moi, quand j'étais encore à l'école primaire, je n'avais pas accès au téléphone et du coup, je ne pouvais pas dire que je vais découvrir ça sur Internet à l'école primaire. Donc, à l'école primaire, on peut juste se limiter de parler de développement du corps, soit du consentement, de quelques limites juste. Et quand j'arrive, par exemple, à l'école secondaire et que j'ai accès à Internet, c'est maintenant que les parents peuvent développer d'autres sujets qui concernent la sexualité. Et donc, selon vous, si je comprends très bien ce que vous venez de dire, c'est-à-dire on peut donner pas toutes les informations. Déjà, à l'école primaire, on donne les basiques. Et puis après, à l'école secondaire, c'est là qu'on peut maintenant approfondir, c'est ça? Oui. Alors maintenant, une question justement me vient en tête. Je me dis, est-ce qu'il y a spécifiquement un âge? Parce que à l'école primaire, il y a les enfants de tout âge. Alors est-ce qu'il y a spécifiquement un âge auquel on peut déjà commencer à parler avec ça? Et par exemple, aux enfants, par exemple, c'est à partir de quel âge? Est-ce qu'il y a un âge? Avec la société d'aujourd'hui, en fait, les enfants grandissent trop tôt et ils ont une curiosité là, je ne sais pas. Tu peux avoir même un enfant qui est en première primaire, mais qui commence déjà à poser des questions et tout. Mais si un enfant, moi, je peux conseiller qu'on peut parler de la sexualité déjà, même avec les enfants de 3e primaire. Je sais pas actuellement si en 3e primaire on peut avoir quel âge, mais ou soit si l'enfant commence déjà à poser des questions, on va à cet âge-là, parce que j'ai déjà eu une expérience où l'enfant de première primaire qui me posait des questions, puis je me demandais cet enfant juste il a quel âge? Pourtant c'était juste un petit enfant de 7 ans, mais qui avait une curiosité là, il posait des questions, mais je me suis dit, mais comme déjà cet enfant a cette curiosité là, je peux quand même le former.
je peux pas les mentir, mais si on m'en dit déjà ces affaires-là, ça va être un problème, un bon retardement ou quoi. Il faut leur juste dire la vérité. Donc, dès que la femme commence à poser juste des questions de curiosité, il faut juste commencer à leur dire. Mais si, par exemple, il y a de ces enfants-là qui ont peut-être des retards, qui ne parlent pas, mais ils ont l'âge-là, moi, je peux conseiller à partir de l'âge de 9 à 10 ans, on peut commencer à leur parler de ça. Hein. Oui. Donc, vous venez d'avoir 10 ans. Comment... Et aussi, il y a une chose importante que je veux souligner, que tu viens aussi de mentionner, c'est-à-dire que je pense, c'est ce qu'on appelle, je sais pas, c'est en psychologie des enfants, je crois, l'âge des questions. Parce que c'est l'étape où l'enfant pose vraiment beaucoup de questions, il veut vraiment tout savoir. Il veut même savoir beaucoup plus sur son corps et tout. Et comme tu l'as dit, je pense qu'à ces moments-là qu'on peut commencer déjà à pouvoir informer petit à petit. Parce qu'il veut même savoir ce qu'il y a sur lui, par exemple. Il veut comprendre, en fait, parce qu'il n'arrive pas à comprendre. C'est pourquoi aussi il pose des questions. C'est lui qui t'a posé les questions, c'est effectivement à cet âge-là qu'il voulait vraiment savoir, et vous avez bien fait de pouvoir surtout orienter. C'est quelque chose de très important. Exactement. Alors, Lydie, dis-nous un peu, quels sont les messages les plus fréquents que les jeunes reçoivent en ligne par rapport au sexe? Le message le plus fréquent. Bon, ça dépend. Il y a de ces jeunes-là qui reçoivent le message peut varier, mais il y a ceux-là qui reçoivent des messages de contenu éducatif. Ça dépend de quelle plateforme ils ont de jongler. Mais il y a aussi le message, par exemple, de pornographie. Tu vas voir un enfant, il est caché dans son coin, tu te demandes, il est en train de voir quoi sur ce téléphone. Et puis après, si tu te reproches beaucoup plus, il est en train de voir des vidéos pornographiques et autres. Il y a des messages aussi sur le corps parfait ou soit de la performance sexuelle. D'ailleurs, c'est ce qui est beaucoup plus sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Tu vas voir des personnes qui s'appellent déjà des coachs. Oh, pour avoir un corps parfait, il faut faire ceci. Pour avoir la performance sexuelle, il faut boire je sais pas quoi. En tout cas, c'est ce genre de messages concernant la sexualité qui sont beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Et maintenant, vous... Et ces messages, je précise, on ne sait pas si c'est concernant par exemple le sujet ici de messages sur le corps parfait ou soit performance sexuelle. On ne sait pas si ces messages sont parfois vrais et souvent ça peut créer des attentes réalistes auprès de ces jeunes-là. Effectivement, parce que merci beaucoup déjà pour ces réponses. Ça me pousse à penser maintenant comment est-ce qu'un jeune peut distinguer un contenu éducatif d'un contenu dangereux ou manipulateur. Parce que c'est sûr et certain que pour ceux qui se disent coach, il y a certains qui sont en train de manipuler les jeunes. Et pour les jeunes qui ne sont pas informés, et ils prendront cette information comme une vérité ou comme une réalité. Alors comment est-ce qu'un jeune peut distinguer un contenu éducatif d'un contenu dangereux ou manipulateur? Ok, à ces jeunes-là qui sont en train de nous suivre, moi je peux conseiller que, je ne suis pas aussi très spécialiste, mais pour un contenu éducatif, normalement ça donne des informations vraies qui sont basées sur la science. Et à part de ça, quand tu attends quelque chose que tu ne savais pas encore auparavant, quelqu'un a dit ça, il y a Internet qui est là, il y a Google qui est là. Tu peux juste taper, demander sur Google si c'est vrai ou pas. Ou soit tu peux utiliser l'intelligence artificielle parce qu'actuellement aussi il y a l'IA qui est là. Tu peux juste poser l'IA, mais il faut préciser qu'il puisse te donner des sources pour savoir. Tu vas aller curer à profondeur si ces informations sont vraies ou pas. Mais aussi un contenu éducatif, ça parle par exemple du respect, du consentement. Ça ne met pas la pression en fait. Tandis qu'un contenu dangereux, tu vas voir
il part excessivement des choses, il sexualise excessivement les choses. Ou soit ça te pousse à faire quelque chose sans réfléchir, quelque chose que tu ne pouvais pas faire peut-être auparavant, mais juste tu te dis, il faut que je puisse avoir une curiosité. Comme par exemple, là, par là de ces personnes-là qui disent, pour avoir un corps parfait, toi aussi, on va te dire d'aller faire des BBL, je ne sais pas. Et toi, quand tu n'as pas de formation, tu vas te dire, ok, je vais les faire. Mais en tout cas, un message qui est éducatif, ça ne pousse pas à faire quelque chose sans réfléchir. Il faut d'abord réfléchir. Mais aussi, le contenu dangereux, ça manipule et ça culpabilise parfois. Donc, ce sont des messages qui manipulent les gens, quoi. Alors, et c'est vrai, parce que parce que si on n'a pas, par exemple, comme tu l'as dit, un contenu qui n'a pas, par exemple, des références, ou c'est pas des sources beaucoup plus scientifiques, ou scientifiques même d'ailleurs, donc quand même, on peut s'imaginer qu'on peut tirer déjà une sonnette d'alarme parce que c'est un contenu qui n'est pas vraiment vérifié. Quelqu'un se réveille le matin et commence à faire des contenus du genre, et puis il n'a même pas reçu des formations en rapport avec ça, et donc il n'est pas certifié en ça. Alors il se réveille le matin et commence à parler d'un sujet qu'il s'imagine comme ça et donner des informations comme il l'entend. Alors merci en tout cas pour ça. Mais il y a aussi une chose en fait que bon, c'est une chose qui est vraiment remarquée. Est-ce que par hasard l'algorithme n'amplifie pas certains contenus des contenus d'hypersexualisation ou de violence en rapport aux jeunes? Parce que je m'imagine par exemple que, disons, Facebook ou TikTok, parce que lorsqu'on est en train d'entrer ces données sur Internet, on spécifie l'âge. Mais est-ce que par rapport à la spécificité de l'âge, les algorithmes n'amplifient pas des contenus de sexualisation, c'est pas hyper sexuel chez les jeunes? Justement, je prévoyais parler de ça, oui. En tout cas, les algorithmes, avec les tendances d'aujourd'hui, que ça soit même sur Facebook, sur TikTok, tu n'avais pas mis même dans les centres parce que quand on crée un compte, on te demande les centres d'intérêt, tu n'avais pas mis même ce genre de choses, mais l'algorithme met souvent en avant des contenus qui attirent le plus d'attention. Et même s'ils sont choquants ou soit sexualisés, alors cela peut exposer les jeunes à des images ou des idées qui ne reflètent pas la réalité, en fait. En tout cas, aujourd'hui, l'algorithme met en avant ce genre donc soit des vidéos sexualisées à caractère choquant. Je demande, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le monde est devenu quoi au juste? Et donc c'est aussi c'est une sonnette d'alarme pour parler aussi de ça, parce que moi je pense, comme tu viens de le dire, donc c'est les cas. Les jeunes peut-être sont manipulés aussi par les géants d'Internet, par les géants de ceux qui gèrent les réseaux sociaux. Ils pensent qu'à un certain âge, les jeunes ont besoin de découvrir telle ou telle autre chose. Et du coup, ils poussent leur algorithme à mettre en avant les contenus, surtout sexuels ou hypersexuels, des violences chez les jeunes. Et merci en tout cas pour cette information, parce que je pense que ça t'a déjà arrivé. C'est pour cela que tu l'as dit aussi, parce que moi aussi, par exemple, dans mes préférences, dans la préférence, il y a des préférences que j'ai déjà mis. Je sais que ça peut m'aider, mais parfois, par moment, je peux me retrouver avec un contenu dont je ne voulais pas, mais du coup, ça s'affiche sur les fils d'actualité de mon écran, par exemple Facebook ou TikTok, et je me dis, Seigneur, d'où ça vient? Parce que moi, personnellement, je n'ai pas cliqué dans les préférences pour pouvoir choisir ce genre de contenu. Et donc, c'est vraiment aussi une interpellation par rapport aux géants de ce qu'ils gèrent les réseaux sociaux, de pouvoir revoir leur algorithme, parce que ils incitent les jeunes à pouvoir suivre ou à être hypersexuels. Oui, en tout cas, c'est à revoir sur tous ces risques. Et pour voir le réel, tu vois juste une seule vidéo. Tout le reste, je sais pas. En tout cas, il faut que les gens qui sont le maître de plateformes en ligne, qu'ils puissent revoir ces côtés-là, en tout cas. Et merci aussi de me parler des X, parce que personnellement, j'ai un compte X, mais vraiment, je suis pas trop accro à X, mais plutôt, disons, Facebook, TikTok, Instagram.
Mais peut-être je pourrais aussi voir sur X parce que c'est vraiment dangereux. C'est très dangereux. Moi, je suis habituée en fait à X parce que bon, c'est là où nous faisons souvent, plusieurs fois nos campagnes en ligne. Et c'est là où je publie beaucoup plus mes contenus sur ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive. En tout cas, s'il y a de ces jeunes-là qui nous suivent, ils peuvent aller me suivre sur X pour avoir de la bonne information sur la santé sexuelle et reproductive. C'est là où je publie souvent, mais dans notre organisation, on organise souvent des campagnes en ligne. Et puis, c'est sur X où on a l'habitude de poster ça. On le fait sous format des affiches et puis on poste ça. C'est un peu ça que j'avais aussi remarqué. J'ai cliqué juste sur voir les réels, le vidéo. Et puis un jour, je tombe sur une seule vidéo. En suivant les restes, je me suis demandé, Seigneur, c'est quoi ça? Bah voilà. En tout cas, je vais essayer aussi de jeter un coup d'œil parce que je ne savais pas aussi. En tout cas, c'est une information de plus que je viens d'avoir dans ces contenus. Alors, Lydie, en quoi est-ce que les digitales peuvent combler les silences, genre tabou ou manque ou insuffisance de certains cours ou, par exemple, absence des parents par rapport à l'information pour le jeune en rapport avec le sexe, je sais pas, la sexualité et j'en passe. Les digitales peuvent combler certains silences dans les contextes où, par exemple, le parent ou l'école, comme tu viens de le dire, ne parle pas de la sexualité. Internet peut devenir une source de formation importante. Il y a des plateformes, de podcasts comme celui-ci. Il y a, par exemple, des pages qui sont dédiées, donc par exemple des pages des organisations. Ça peut permettre aux jeunes d'apprendre des choses qu'ils n'osent pas demander, soit à leurs parents, soit à l'école, soit ailleurs. Ils veulent connaître à eux-mêmes. En tout cas, les digitales peuvent combler certains silences dans ces sens-là. Et toujours dans le même angle d'idée, comment est-ce que ces mêmes plateformes-là peuvent améliorer la prévention, par exemple, des IST, des grossesses non désirées ou précoces? Les réseaux sociaux, comme je le disais, les réseaux sociaux peuvent, ça peut diffuser les informations sur la contraception, les infections sexuellement transmissibles, soit la santé reproductive en général. Et ça peut orienter aussi ces jeunes vers le service de santé fiable. Comme je l'ai dit, il suffit juste de savoir quelle page poste par exemple ce genre de contenu. Actuellement, nous avons plusieurs organisations qui parlent de la santé sexuelle et reproductive. Il suffit juste de taper les noms de l'organisation. Et la plupart de ces organisations-là organisent des campagnes en ligne qui ont des messages éducatifs. Il y a aussi de plateformes qu'on a déjà mis en ligne qui parlent de la santé sexuelle et reproductive, comme par exemple pour ces femmes-là ou soit ces filles-là qui ne savent pas compter leurs jours de cycle menstruel. Il y a une application qu'on appelle Flow où ces filles-là peuvent télécharger et puis commencer à l'utiliser pour les aider à compter leur cycle menstruel. Il y a par exemple une plateforme comme Esperian, c'est une application qui c'est structuré à 3 parties. Il y a par exemple celui qui parle de planification familiale. Il y a une autre application, toujours Esperian, qui parle de l'avortement sécurisé. Il y a aussi une autre application Esperian, toujours, qui aide les femmes qui sont enceintes à les accompagner. Il y a aussi un chatbot que nous utilisons, c'est un chatbot NAS-NISA. C'est un numéro de téléphone. Ça contient en tout cas toutes les informations sur la santé sexuelle et reproductive, sur les infections sexuellement transmissibles, sur les violences basées sur le genre. En tout cas, il y a ces plateformes-là. Il suffit juste de s'informer et puis tu vas avoir la bonne information. Merci en tout cas pour ça. Tu viens de parler de certains contenus. Quand tu as parlé de NAS-NISA, j'étais les jours où on avait exposé NAS-NISA, je crois,
avec Yars, et je me rappelle, c'était vraiment une très belle exposition. Et aussi, surtout par rapport aux IST, par rapport à compter ces jours, par exemple, pour les cycles mensuels. Et donc, vous venez donner quand même des informations qui peuvent aider les jeunes à pouvoir au moins s'informer d'une manière qui est bien canalisée, quoi, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Alors, est-ce que avec tout ça, si on peut s'imaginer, est-ce que on peut se dire que le digital aide certains jeunes à mieux comprendre leur corps et leurs limites? Oui, quand par exemple l'information est faible autour des parents, soit à l'école, beaucoup de jeunes découvrent les notions comme par exemple les consentements, les limites personnelles, sur la santé sexuelle. Beaucoup de jeunes découvrent ça en ligne. En tout cas, la plupart des jeunes, comme moi personnellement, en tout cas, je n'avais pas eu la chance là que mes parents m'avaient parlé de la sexualité en état jeune. En tout cas, je n'avais pas eu cette chance-là. C'est à l'école que j'avais entendu parler de ça. Et comme les savons tous ici à l'école, souvent les heures sont un peu limitées. C'est en grandissant que je comprenais petit à petit, mais aussi avec l'aide de l'Internet. Quand moi personnellement, quand je voyais quelque chose à l'internet qui concernait la sexualité, en tout cas, je partais près de mes amis. Parce que j'avais eu l'opportunité. Pour dire vrai, en grandissant, quand j'avais vu par exemple mes règles, j'avais déjà entendu parler de ça par exemple à l'école, mais pas mes parents. C'est quand j'avais commencé, heureusement que j'avais déjà entendu ça parler de l'école. Quand j'avais eu ça, je suis partie parce que je n'avais pas grandi chez mes parents, c'était chez ma tante. Je lui ai dit, elle était étonnée. Elle ne m'avait pas parlé, elle m'avait juste donné des choses là à porter, mais elle ne m'avait pas parlé comment s'est comportée face à ça. Non. Je me suis renseignée moi-même et en grandissant à l'âge de 18 ans, imagine, à partir de cet âge-là, parce que j'avais commencé à 14 ans, si je ne me trompe pas. Jusqu'à mes 18 ans, je me coachais seule. Je n'avais pas eu la chance de grandir, par exemple, avec mes grandes sœurs ou soit avec mes parents pour me parler de ça. Je me suis coachée seule jusqu'à mes 18 ans, jusqu'à ce que j'ai intégré YARDIAC, Youth Alliance for Reproductive Health. Et c'est là que quand j'avais, par exemple, des questions de curiosité, je posais des docteurs qui sont là. Heureusement qu'ils étaient très gentils avec moi. Ils me répondaient en tout cas gentiment. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai une bonne information. Et c'est pour cela que je dis que le digital peut être fiable au cas où le parent ou soit le message est limité autour des parents, soit à l'école. Les digitales peuvent aider d'autres jeunes à comprendre leur corps. Et merci en tout cas pour cet exemple, cette expérience partagée que tu as vécue. Mais c'est très fort. Hein? Mais je voulais justement savoir, est-ce que... oui, c'est très fort. Et est-ce que tu penses que c'est tous les jeunes ou toutes les jeunes filles qui peuvent avoir la discipline que tu t'es donnée à toi? Malheureusement, ce ne sont pas tous les jeunes qui peuvent me donner cette discipline-là. Moi aussi, je m'avais peut-être beaucoup plus m'aider. Je ne sais pas trop, je ne sais pas si j'étais intelligente ou pas. Mais je me souviens quand j'étais petite, parce que je grandis chez ma tante. Elle, c'est qu'elle avait, ce jour-là, quand je lui avais dit que j'ai commencé avec mes règles, une chose qu'elle m'avait dit, elle m'avait dit juste, il faut faire attention, ne t'approche pas des hommes. Quand un homme, si tu t'approches des hommes, si elle te donne même un bisou, tu vas tomber enceinte. Imagine. C'était bon, dites pas. Quand j'avais eu... imagine, je me suis dit, agrandissant, imagine, c'est à partir de... Quand j'étais en 6e secondaire que j'avais su que c'était un massage. Oui, imagine, donc,
en grandissant, j'avais cette ignorance-là à partir de mes 2e secondaire jusqu'à 6e. J'avais cette ignorance-là disant que si un homme me donne même un bisou, je vais tomber enceinte. T'imagines? Alors, moi, ce que je peux dire, ce n'est pas toutes les femmes qui peuvent... Peut-être, ça peut y avoir des filles qui sont, par exemple, ignorantes. Imagine si tes parents t'ont dit que si un garçon te fait un bisou, tu vas tomber enceinte. Il ne t'a pas dit si tu couches avec la personne, tu vas tomber enceinte. Donc, tu vois, tu n'as pas cette information-là. Alors, pour moi, ce qui m'avait aidé, c'est parce que quand un garçon m'a posé juste comme ça, je fouillais. je pouvais même laisser le bidon à la sauce pour fuir un garçon, l'imagine. Mais ça fait avoir peut-être ces jeunes-là qui n'ont pas peut-être de l'intelligence. Bon, on lui a dit juste que si un garçon te donne un bisou, tu vas tomber enceinte. On ne t'a pas dit que si un garçon couche avec toi, tu vas tomber enceinte. Imagine. Plusieurs jeunes filles peuvent tomber dans des pièges, ils n'ont pas une bonne information et puis elles peuvent tomber enceintes. Ce n'est pas toutes les filles qui peuvent dire. Et il y a aussi une chose que vous venez de soulever, c'est-à-dire que les parents, ils ont honte, ou ici, c'est pas la peur, mais plutôt ils ont honte de donner la vraie information aux jeunes. Ce qu'ils ont, comme tu l'as dit, c'est vraiment tabou. Et ce n'est pas vraiment quelque chose qui vient naturellement de parler des choses du corps et de donner la vraie information, surtout à un jeune, parce que quand un jeune, il a par exemple 12, 13, 14 ans, la personne a déjà commencé à développer son intelligence et peut comprendre facilement ce qu'on est en train de lui dire, parce que il a même, si pas la jeune fille ou le jeune garçon a un entourage qui peut aussi être informé, mais qui peut être informé avec peut-être des mauvaises informations, mais c'est aux parents de donner la vraie information. Ce qui les défie revient encore aux parents, donc de conscientiser les parents pour pouvoir donner la vraie information et ne pas laisser le jeune fille, aussi pas le jeune garçon avec la mauvaise information. Parce que imaginez même avant, pour appuyer ce que tu venais de dire, il voulait me dire si seulement les garçons te touchent comme ça, juste te toucher comme ça, du coup tu vas tomber enceinte. Imaginez les degrés de l'information qui est tellement fausse, jusqu'au point où que la jeune fille reste avec l'idée en tête que donc si un garçon me touche juste comme ça à la main, donc je vais tomber enceinte du coup. Imagine en fait. Donc la part revient donc aussi aux parents, voilà, comme juste pour ajouter à ce que tu venais de dire, de pouvoir donner la vraie information, surtout chez les jeunes, chez les enfants et tout, pour qu'ils puissent au moins avoir cette bonne information. Exactement. Il y a maintenant une autre question qui vient, c'est à partir de quand l'exposition devient un risque? Par exemple, quand on a des contenus qui sont explicites ou pas des contenus par exemple sur téléphone, parce que c'est vrai, aujourd'hui, sans nous mentir, les téléphones sont devenus plus que portables, donc on va avec ça n'importe où, que ça soit en chambre, que ça soit aux toilettes, que ça soit même dans l'église et tout, donc on est en train de s'approcher, de chatter. Maintenant, c'est à partir de quand cette exposition à ces genres de contenus peut vraiment être un risque. Je peux dire que l'exposition devient problématique lorsqu'elle est précoce ou soit trop fréquente, notamment par exemple avec la pornographie ou des contenus très explicites. Un enfant par exemple qui est encore à l'école secondaire, il est exposé au téléphone, il voit souvent la pornographie. Alors c'est là, ça peut pousser cette personne-là à avoir une curiosité pour voir cette position que je vis dans la vidéo, comment ça marche et tout. Donc ça donne de la pression. Et puis ça peut être en tout cas, oui, lorsque c'est précoce en tout cas, l'exposition est problématique. Et donc, ça donne du coup, moi je suis en train de me faire une image mentale de se dire que donc, il faut vraiment limiter, et surtout à un certain âge, il faut vraiment avoir, bon, moi je peux dire ça comme ça, il faut vraiment avoir moins un âge
à laquelle, je sais pas auquel, on peut limiter l'usage, par exemple, des réseaux sociaux. Moi, c'est mon avis. C'est mon avis. Donc, on peut avoir déjà un âge pour limiter. Parce qu'au moins, à un niveau où l'enfant aura déjà, par exemple, de l'information exacte, vérifiée, il peut maintenant pouvoir avoir accès, par exemple, à un téléphone, type pas aux réseaux sociaux. Et quand il verra ce genre de contenu, moi, je pense que la personne aura déjà développé, par exemple, un sens critique et se dire que ce qu'on est en train de me présenter ici sur les réseaux, c'est purement faux. Et c'est vraiment faux parce qu'à partir de messages, je sais pas, de l'information qu'on lui a donné, elle pourra déjà distinguer l'information qui est vraie et qui est fausse. Et quand on est exposé à ça, elle aura déjà quand même une base pour pouvoir exercer son intelligence à faire la critique par rapport à ce que la personne est en train de voir. Moi, c'est ma façon de voir les choses. Oui, exactement, c'est ça en tout cas. Alors, dis-nous un peu, maintenant, Lydie, les sexting, à quel moment où c'est un choix libre et à quel moment où ça devient, par exemple, une pression ou, par exemple, chantage. Rappelons que les sexting, c'est l'envoi ou la réception, par exemple, des messages ou des photos ou des vidéos à caractère sexuel ou intime, principalement via un téléphone mobile, via les réseaux de messagerie. Pardon, personnellement, je ne sais pas, mais je peux donner quand même mon avis. Les sexting peuvent être un choix personnel entre deux personnes consentantes et majeures. Donc, vous êtes déjà, tu t'es ça déjà à l'aise quand quelqu'un t'envoie une image comme ça, mais souvent, ça, c'est donc, vous êtes consentante, en fait, et surtout chez le personne majeure. Mais chez le jeune, bon, ça devient souvent une pression. Quelque part, si tu sois manipulé ou menacé pour obtenir une image intime de toi, comme par exemple, le gars se dit c'est très aimé, mais qui te demande votre photo intime. Moi, je pense que souvent, la plupart des jeunes filles envoient leurs images juste par menace, ou soit par pression, ou soit par manipulation. Donc, ça devient de la pression, en fait. Mais c'est libre quand il y a un consentement entre les personnes qui sont majeures, bien sûr. Une question me vient en tête. Par exemple, aujourd'hui, comme je viens de le dire, il y a des jeunes, par exemple, à 12, 13, 14 ans, ne sont pas majeurs, 15 ans, 16 ans, mais qui ont des téléphones. Donc, ils ne peuvent pas poser un acte. On suppose que c'est un droit, c'est comme ça qu'on les dit. Ce sont des incapables, par exemple. On ne peut pas poser un acte qui peut être justifié légalement, par exemple. Et donc, voilà. La personne, maintenant, elle est amoureuse, aussi pas la personne, elle est amoureuse, et du coup, elle arrive à partager. C'est vrai, on peut dire, entre guillemets, consentement. Mais ne voyez-vous pas que, par exemple, ces personnes-là ne devraient même pas avoir accès à certains réseaux pour pouvoir s'envoyer ce genre de choses? Parce que, du point de vue droit, les personnes concernées ne sont pas capables. Oui, les enfants de 13 ou 14 ans avec notre État, on les considère comme des enfants. Oui. Et ici, quand on parle des enfants, l'enfant n'est jamais consenti. Donc, peu importe, même si l'enfant t'a dit oui, je vais t'envoyer mes images, mais s'il y a par exemple une fuite de ces images-là, que ça tombe sur Internet et les parents de ces enfants-là décident de porter plainte ou je sais pas quoi, à l'État, c'est l'homme ou la personne qui est adulte, par exemple, et qui demandait ces images-là qu'on va mettre en prison. Même si la femme avait dit oui, je vais t'envoyer ces images-là. Avec notre État, la femme, donc on considère les enfants de moins de 18 ans. Toute personne qui a moins de 18 ans, c'est un enfant. Et avec notre État, l'enfant n'a jamais été consenti. C'est un enfant, en fait. Effectivement. Alors, je vais poser une question. Pensez-vous que ces jeunes-là, on ne veut pas dire vraiment qu'ils sont vraiment enfants, mais ce sont ces jeunes-là qui n'ont pas cette possibilité de poser un acte qu'on peut dire juridiquement valable. Est-ce qu'à l'heure actuelle,
ils peuvent avoir, par exemple, accès à un téléphone ou voilà, surtout à un téléphone. Parce que si on a un téléphone, c'est sûr et certain qu'on va avoir accès aux réseaux sociaux. Pensez-vous que c'est, bon, pour moi, est-ce que c'est normal ou si pas, c'est bien qu'ils puissent avoir des téléphones portables, selon vous? Selon moi, oui, ils peuvent avoir accès au téléphone portable. Pourquoi? Parce que, comme par exemple à l'école, on peut leur demander des devoirs à domicile et autres. Et puis, je pense que le travail devient maintenant aux parents de voir comment limiter l'accès au téléphone à ces enfants-là. Parce que, bon, au cas où ça devient encore accessible, être coaché sur téléphone, c'est d'ailleurs quand on part tomber souvent sur ces genres de vidéos, quand on est trop scotché sur téléphone, quoi. Mais si on limite, par exemple, l'utilisation de ces téléphones-là, par exemple, parce que moi, je me souviens bien quand j'avais accès à mon téléphone, j'étais en 5e secondaire. J'avais accès à mon téléphone uniquement le week-end. Et quand j'avais un devoir à l'école, c'est quand j'avais accès à mon téléphone. Donc, j'avais un téléphone en 5e, 6e. Moi, j'utilisais seulement mon téléphone le week-end. Et pendant la semaine, juste quand il y avait un devoir qu'on nous a donné à l'école et qui demande Internet, c'est quand on me confiait les téléphones. Alors, je pense que l'éducation, ça peut prévenir aux parents de voir comment contrôler, bon, parce que ce sont des enfants, bien sûr. On peut contrôler soit leur téléphone, et puis voir comment limiter ces téléphones-là. Mais ces enfants peuvent avoir en tout cas accès au téléphone. Pour répondre à votre question. D'accord, Lydie, merci beaucoup pour ça. Alors, du coup, ce que vous venez de me donner, ça me donne encore plus de, je dirais, de motivation de poser la question que j'ai là maintenant. Alors, avant de poser cette question, j'aimerais qu'on se fasse une image mentale, par exemple, d'une fille ou d'un garçon qui peut être, par exemple, seul dans sa chambre et qui prend son téléphone et qui commence à se filmer et tout. Tu vois un peu l'image? Mmh. Et aussi, par exemple, on peut aussi avoir, par exemple, cette autre image mentale d'un jeune garçon avec une jeune fille qui se filme, aussi qui filme leur rapport sexuel, par exemple, tu vois un peu? Et que chacun, par exemple, peut garder les images, aussi pas la vidéo sur son téléphone. Alors, maintenant, la question est celle-ci. Il y a ce qu'on appelle actuellement les revenge porno, ou la revanche pornographique. Et aussi, il y a ce qu'on appelle aussi la fuite d'images. La question qui se pose, pourquoi est-ce que c'est si fréquent et quelles conséquences psychologiques peut-elle avoir? Disons, par exemple, on a pris... bon, permettez-moi de prendre exemple sur toi. Bon, permettez-moi si tu le veux, ou on peut prendre quelqu'un d'autre. Où on supporte par exemple un jeune et puis comme je venais de le dire, ils se sont filmés et puis chacun garde ça sur téléphone. Quelqu'un peut arriver et touche le téléphone par exemple de la fille ou du gars et s'envoie cette image et la partage par exemple sur Internet. Et pourquoi c'est si fréquent et quelles conséquences peuvent avoir-elles sur la psychologie, par exemple, des jeunes filles ou de ce jeune garçon? En fait, c'est si fréquent parce que les images peuvent être partagées très facilement en ligne. Très, 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 très facilement. Alors, les conséquences sont... Ça peut être... C'est grave, je peux dire grave. Si par exemple, en tout cas, on est en train de s'imaginer, tes images intimes sont sur Internet juste comme ça. Et là, tu vas premièrement d'abord, parmi les conséquences, tu vas voir d'abord la honte. Je m'imagine l'étonnement que tu viens de faire là. D'abord, tu vas voir la honte. Et à part ça, il y a aussi les harcèlements. Dans les cadres où, comme tu l'as dit, il y a ces personnes-là qui se filment juste par plaisir. Bon, je vais garder juste mes photos dans mon téléphone. Mais actuellement, j'ai entendu dire que, comme c'était, en tout cas, c'est genre la fuite d'image à Goma, c'était fréquent récemment. Et bon, j'avais mené juste une petite enquête.
Ben, j'ai découvert que c'est, par exemple, la plupart de ces filles-là, elles n'ont même pas envoyé leurs images à des garçons ou soit à qui que ce soit. Mais quand elles partent acheter un autre téléphone pour faire le backup là, souvent là, ce téléphone là-bas, les personnes qui font ça ont accès à votre téléphone. Et puis la plupart de ces personnes-là prenaient maintenant ces images-là et puis elles gardent ça, elles commencent à harceler les personnes. Donc les personnes qui sont sur les images, maintenant ils commencent à les faire chanter en disant que vous voyez, j'ai votre photo ici, si tu ne m'envoies pas par exemple autant je vais publier ça. Donc la plupart des filles ont été victimes dans ce cadre-là. Et moi je pense que c'est une violation de la vie privée. C'est parfois un crime, hein. Je n'imagine pas, tu fais chanter quelqu'un comme ça. Mais bon, quand même, pour être réaliste, en tant qu'une fille qui est éduquée ou soit une fille qui est bien éduquée, en tout cas, peu importe ce qui t'arrive, peu importe, je sais pas si tu es dans l'anxiété ou soit si tu es dans la dépression et tu te dis, bon, je vais me faire plaisir, je me prends des photos. En tout cas, il ne faut pas faire cet hasard-là. C'est ce que je peux donner comme conseil aux filles qui sont en train de nous suivre. Il ne faut pas faire un hasard de prendre même une photo de toi intime dans ton téléphone juste pour dire, bon, je vais garder ça juste. Non, on ne sait pas qui va venir pour manipuler ton téléphone ou je ne sais pas comment tu vas manipuler ton téléphone puis ça se retrouve sur Internet. Il ne faut pas juste s'amuser de prendre des photos intimes et puis rester avec ça dans des téléphones. Effectivement. Je me rappelle, c'est vrai, l'année passée, comme tu voulais dire, l'année passée, il y avait eu une jeune dame dont les images vraiment avaient circulé. Je me rappelle à l'époque, je crois, c'était vers... Non, c'est l'année passée. Non, l'année antérieure, 2024. Ouais, c'est 2024. C'est vraiment cool. Je m'étais dit, finalement, moi, je me suis posé en fait des questions. Pourquoi et comment ça peut arriver? Parce que peut-être en envoyant, la personne peut se dire, bon, je suis en train d'envoyer à une personne de très sérieux. Et puis, il y a aussi cette hypothèse-là que tu viens d'évoquer, par exemple, pour les jeunes filles-là qui ont les téléphones et qui vont faire les backups et puis ils laissent son téléphone à quelqu'un là-bas et il ne sait même pas qu'est-ce qu'il va en faire après, qu'est-ce qu'il va faire de ses données personnelles après. Et du coup, on se retrouve à être menacé sur ses propres données qui étaient sur téléphone. Exactement. Alors moi, en tout cas, pour par exemple ces personnes-là qui prennent cette vidéo-là pour envoyer à l'air soi-disant amoureux, juste par amour, tu as pris la vidéo, soit une photo pour envoyer à ton amoureux. Non, moi ce que je peux dire, non, si ton amoureux veut voir, qu'il puisse venir près de toi pour voir, non pas question d'envoyer les images, parce qu'on ne sait pas, même si c'est une personne sûre. Oui, même si c'est une personne sûre que tu dis oui, en tout cas, nous sommes amoureux, on a confiance l'un de l'autre, il ne peut pas diffuser. Mais on ne sait pas qui va avoir accès à son téléphone. On ne sait pas. Alors, si vous vous dites que vous êtes amoureux, ok, comme vous êtes amoureux plus que d'autres personnes, qu'ils puissent venir près de toi pour voir ce qu'ils voulaient voir sur téléphone, non? Au lieu de t'exposer juste comme ça pour envoyer tes images. Effectivement, Lydie. Effectivement, c'est ça. Alors, j'allais poser la question qui concernait les consentements, mais je dois quand même poser ça parce que c'est très important. Et en fait, les consentements, c'est quoi concrètement et qu'est-ce que ce n'est pas? Qu'est-ce que ce n'est pas? Les consentements, c'est un accord clair en fait. Et donc, c'est libre. C'est un accord clair, libre, entre deux personnes. Cela signifie que chacun accepte la situation sans pression. Alors, le consentement, ce qui n'est pas le consentement, c'est par exemple les silences. Les silences ne signifient pas être d'accord. Une personne peut se sentir par exemple intimidée ou soit incapable de dire non
dans ces cas-là, les consentements n'est pas un consentement. Parce que, prenons par exemple, quelqu'un, on lui fait chanter juste, on lui dit, il faut qu'on puisse faire les rapports sexuels pour accéder, par exemple, à ces postes. Et la personne s'est dit, je suis en tout cas à la recherche d'un poste. Ça ne m'écoute rien donc il le fait juste par pression. Ça, ce n'est pas un consentement. Ça, ce n'est pas un oui. Il le fait juste par pression. Alors, moi, je pense que le consentement doit être exprimé clairement. Donc, que la personne puisse dire oui. Donc, oui. Alors, il y a souvent ce qu'on dit souvent. Un oui après un non, ce n'est pas un oui. Ce n'est pas un consentement. Ou soit, on dit d'abord oui et puis on vient dire non. Ça, ce n'est pas aussi un consentement. Donc, le consentement, ça doit être clair. Oui. Entre les deux personnes. Voilà. Ça doit être libre aussi. Et donc, ce n'est pas quand j'ai dit oui et puis après j'ai dit non, donc c'est pas considéré comme un consentement, c'est ça, c'est que vous venez de dire aussi. Oui, non, ce n'est pas considéré comme un consentement. Et maintenant, il y a autre chose, du coup, ça va avec ça. Et pourquoi quand une personne n'a pas dit non, cela n'est pas aussi considéré comme un consentement. Par exemple, tu as posé une question, la personne n'a pas dit ni oui, ni non. Oui, parce que le silence ne signifie pas d'accord. Le silence ne signifie pas d'accord. Une personne peut se sentir intimidée ou soit c'est prise, soit incapable de dire non. En fait, le silence ne signifie pas d'accord. Et c'est une chose très importante que quand tu dis que le silence ne signifie pas d'accord, moi je pense que beaucoup devraient comprendre cela parce que lorsqu'une personne n'a pas dit non, et la personne se met du coup directement en tête que par exemple la personne a dit oui, donc c'est comme ça. Donc aussi pas une femme, quand une femme aussi, il y a aussi un adage qui est beaucoup plus popularisé. Et donc quand une femme n'a pas dit a dit non, c'est que implicitement elle a dit oui. Par exemple. Le silence en tout cas ne signifie pas d'accord. Même si quelqu'un ne sait pas prononcer, ne pense pas que comme il n'a pas dit quelque chose, c'est qu'il est d'accord. Non. Le silence n'a jamais été d'accord. Et puis une autre question qui capte toujours avec ça. Donc par exemple, on t'a envoyé une photo aussi pas une photo intime. Est-ce que ça donne vraiment le droit de le repartager ou de le partager? Non. Envoyer une photo intime ne donne jamais le droit de le partager avec d'autres personnes. Diviser ces images-là sans autorisation, c'est une violation de confiance et de la vie privée. Mais même si je dis que c'est la vie privée, mais j'ai envoyé ça à toi, ce n'est pas à dire que tu dois diffuser à tout le monde. Non. En tout cas, ça ne donne pas le droit. Effectivement. Et aussi, justement, pour rappel, pour ajouter, je crois qu'il y a la loi sur le code numérique qui punit aussi ce genre de choses. Nous, actuellement, on est actuellement dans un contexte qui est différemment, aussi pas qui est pas vraiment légal, toi-même, tu sais. Et donc, c'est puni ça par la loi, ouais. Et maintenant, il y a une autre question. Les parents doivent-ils parler de la sexualité tôt sans choquer? Et comment sans choquer? Oui, les parents doivent parler de la sexualité, mais de manière adaptée à l'âge, comme je le disais avant. Alors, cela peut commencer par parler du corps, du respect et des limites. Donc, on peut adapter ça par rapport à l'âge. Mais une communication, chers parents, s'il vous plaît, une communication ouverte, ça aide les jeunes, les adolescents à poser des questions sans peur, à se confier en vous sans peur. Il faut donner une bonne communication en tout cas. Et permettez-moi de revenir un peu en arrière par rapport à la question sur l'éducation sexuelle à l'école, mais que devrait contenir
un minimum de l'éducation sexuelle à l'école, par exemple à l'école primaire? Fais-nous juste un exemple. Au minimum, à l'école primaire, comme je le disais, il faut se limiter juste à apprendre aux enfants la connaissance du corps, connaissance des parties du corps, donner même leur rôle sur le corps, mais aussi les relations respectueuses, parce que la notion des relations respectueuses, c'est inclus dans l'éducation complète à la sexualité. On peut se limiter aussi au consentement aussi, hein. Même sur les limites. Donc, on peut en parler à l'école primaire sans problème. Et à l'école secondaire, maintenant, c'est là où on peut aller en profondeur, à parler, par exemple, de la prévention des infections sexuellement transmissibles, parler de la contraception. Oui, il faut en parler aussi aux enfants, hein. Il faut savoir se protéger. Il faut aussi la protection contre la violence. En tout cas, il faut inclure l'éducation complète, en tout cas la sexualité, à l'école secondaire. Du coup, merci en tout cas pour ça. Quand tu parles de contraception, on peut aussi ajouter des cursus non désirés IST. Je pense, pour moi, permettez-moi, je suis en train de demander un autre rendez-vous par rapport à ça parce que il faut quand même en parler. Ouais. Et maintenant, la dernière question pour finir avec cette étape. Comment gérer les désaccords culturels, religieux, tout en protégeant les jeunes? Par exemple. Ça. Voilà. Cette question, ça devient un peu complexe, mais je pense qu'il est important de respecter les valeurs culturelles et religieuses, mais aussi, il est important aussi de protéger les jeunes. Ici, l'objectif n'est pas d'imposer les comportements, mais de donner des informations qu'ils puissent faire des choix éclairés. Donc, ça va dépendre d'eux. On donne juste une information sur la sexualité. C'est à eux de comparer avec leurs valeurs ou soit leur religion. Et puis, c'est à eux de prendre des décisions éclairées par rapport à leur corps, quoi. Effectivement, c'est très capital. Très capital. Alors, j'ai dit merci beaucoup à Lydie pour cette étape, cette première partie qui vient de s'achever. Et merci aussi pour les éléments des réponses, d'orientation et surtout cette matière d'éducation sexuelle. Moi, je pense que pour les personnes qui vont écouter ces podcasts, si certains vont se retrouver, et j'inviterai à les repartager au max parce que ça contient en tout cas des informations très capitales, surtout aux jeunes, mais aussi également aux parents. C'est vraiment très capital. Merci en tout cas, Lydie, pour cette première partie. Merci beaucoup à vous aussi de nous avoir invités dans ce podcast pour parler en tout cas de ce sujet qui est très important à l'ère actuelle. Je vous en prie en tout cas, Lydie. Alors, la deuxième partie, elle est questions rapides et réponses rapides. Prête? Ok. D'accord. Et dis-nous, Lydie, quel est ton livre préféré? Livre préféré? Oui. C'est la Bible. La Bible. Ok, donc on te voit beaucoup plus croyant, attaché à la religion, c'est ça? Ouais. En fait, je ne suis pas trop fan des livres, même. En tout cas, parmi la Bible aussi, c'est un livre comme c'était juste une question-réponse, je devais répondre. D'accord, Lydie. Comment tu peux te définir en un seul mot? Juste un mot. En un seul mot? Ouais. Oui. Battante. Battante. Ah, le terme qui est en vogue, les filles battantes, c'est ça? Okay. Alors, dis-nous, Lydie, pour la question suivante,
quelle est l'idée, aussi pas la conviction que tu as, ça peut dépendre dans n'importe quel domaine, quelle est la conviction que tu as, mais qui est différente ou qui est à l'opposé de ce que la majorité des personnes ont d'habitude? C'est que la majorité des personnes ont... je ne vois pas venir, en tout cas. En tout cas, je ne vois pas. D'accord, il n'y a pas... Il n'y a pas de souci. Si ça ne vient pas, il n'y a pas de souci. En aimant, non seulement par rapport à l'éducation sexuelle liée au numérique et tout ça, défis, opportunités, juste en aimant, quel conseil donnerais-tu aux jeunes? Non seulement. Oui. En un mot, ça devient compliqué. Bon, en un mot, je peux dire que l'éducation sexuelle, c'est très importante. Bon, je pouvais ajouter quelque chose, mais vous avez dit en un mot. Bon, c'est important. Je peux le battre. Ok. Et tu permets de continuer avec les questions, c'est ça? Et je vais juste poser 2 ou 3 questions. Ça te va? Bon, ok. Ok. Qu'est-ce qui motive, aussi pas, qu'est-ce qui aujourd'hui vous motive personnellement à agir et ou à avancer dans la vie? Pour moi, ce qui me motive à avancer dans la vie, c'est parce que personnellement, je veux voir, comme je dis, je suis activiste des droits des femmes et des filles. Je veux voir, surtout en matière de santé sexuelle et reproductive, ce qui me motive, c'est de me voir informer de jeunes filles comme moi, ou soit qui ont encore l'âge un peu bas que moi. Donc, ce qui me motive, c'est de devoir les informer et afin qu'eux puissent avoir des informations éclairées pour prendre des choix éclairés aussi dans leur vie concernant leur corps. D'accord, merci beaucoup. Et la dernière question, si vous pouvez changer une chose dans notre communauté ou environnement, quelle serait la chose? Oui, la mentalité déjà. Hein. Effectivement, c'est... Et c'est... En tout cas, si j'avais le pouvoir là... Oui. Vous disiez si vous avez les pouvoirs. Oui, si j'avais le pouvoir là de changer une chose, il y a des gens, c'était la mentalité de personnes qui pensent très bas. Très bas. Tu as même dit très bas. Ok. Voilà, c'est par là qu'on met la boucle finale à cet épisode. C'est pour nous un honneur et un grand merci de nous avoir apporté les informations, les éléments aussi clairs et aussi vérifiés par rapport à cet épisode. Nous en sommes vraiment très reconnaissants d'avoir accepté notre invitation. D'accord. Merci beaucoup à vous aussi de nous avoir invités. Je vous en prie, Lydie. En tout cas, tous les plaisirs est pour nous.